Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Alors ce matin, nous allons combler deux générations d'amateurs de chansons françaises qui l'adulent. Depuis 25 ans, le chanteur Dominique A se renouvelle en restant un orfèvre des émotions. Sacré cadeau pour ses fans, il sortira cette année 2 albums. Toute l'attitude est déjà dans les bacs, un opus clairement rock aux sonorités new wave, une sorte de retour aux sources. Et puis il faudra attendre octobre pour voir sortir un album solo plus acoustique qui s'appellera La Fragilité. Alors à chaque saison sa musique ou bien alors c'est une façon de casser les habitudes pour un homme qui sort d'habitude un album tous les 3 ans en mars. Réponse tout à l'heure, nous ferons mieux connaissance avec lui avant son concert de Rennes ce soir et puis de samedi soir à Brest à la Carène. Nous remonterons le temps également au cœur des archives de l'INA en compagnie de l'historien Erwan Le Gall qui nous fera revivre le pardon de la Saint-Yves à Tréguier en 1947. Nous rendrons aussi hommage aux héros de la Grande Guerre à travers le défi relevé par des internautes à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18. Ils ont retranscrit de manière numérique les fiches des soldats morts pour la France. Près d'1,5 million de fiches. Un jour, un poilu. C'est le nom de ce défi lancé par un Rennais, Jean-Michel Gillot, qui est avec nous ce matin. Avis aux citoyens que nous sommes aussi, place à la démocratie environnementale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Pouvons-nous agir à notre petit niveau en participant au débat public sur l'environnement? Par quelle procédure? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Romain Écorchard, juriste pour l'association Bretagne Vivante. Enfin, nous évoquerons la mer, chère à notre cœur, avec Adélaïde Castier, responsable éditoriale du magazine Littoral. Elle nous emmènera à la découverte des grottes sous-marines de la presqu'île de Crozon. Plus de 400 sont dissimulées dans la roche, dont certaines se visitent. Et puis nous retrouverons aussi en duplex l'ami Billy depuis la SPA de Rennes. Voilà pour le programme de ce matin. N'oubliez pas vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où l'émission est diffusée en live. Bien, quant à moi, je vous retrouve tout de suite sur le plateau, 9h50 le matin Bretagne. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à vous en cette belle journée. Nous avons le soleil sur ce plateau ce matin en compagnie de tous nos invités. Bonjour Erwan Le Gall. Bonjour. On parlera d'histoire avec vous tout à l'heure. On reviendra en 1947, on l'a dit. Romain Écorchard, bienvenue à vous également. Vous êtes juriste pour l'association Bretagne Vivante. Et Jean-Michel Gillot, vous êtes le porteur du magnifique projet dont on va parler tout à l'heure, Un jour, un poilu. Absolument. C'est bien bonjour, merci pour votre invitation. Mais de rien, c'est un plaisir. Vous avez vu à côté de qui vous êtes? Absolument. La chance, Formidable. Dominique A, icône de la chanson française, orfèvre des émotions, comme on vous appelle souvent. Bienvenue à vous, on est très heureux de vous avoir à nos côtés. Vous êtes un peu chez vous quand même ici, il faut bien le dire. La Bretagne, la Loire-Atlantique fait-elle partie de la Bretagne pour vous? Oh là là, on va commencer par une question. On va commencer par ce débat-là. Allez, on a 52 minutes. Moi, je suis chez les Marnais, vous savez. Ouais. Voilà, bon. J'observe, j'écoute. Mais... Nous aussi. Vos plus beaux souvenirs d'enfance se nichent dans un hameau de Loire-Atlantique, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Ça, c'était où exactement? Du côté de Belley-sur-Vilaine, c'est vraiment frontalier justement administrativement entre les Pays de la Loire. Voilà, on y est sujet. Toujours, vous voyez. C'est vraiment sur les bords de la Vilaine en fait, c'est un hameau qui s'appelle Brangouin. Et je crois que ça veut dire corbeau sauvage en breton, je ne suis pas sûre. Les oiseaux, on y revient toujours. C'est peut-être de là. Il y a toujours un petit truc. Alors justement, la Loire-Atlantique, on a retrouvé votre première interview télé, c'était à Nantes, sur France 3 Pays de la Loire, dans la locale d'Estuaire. On était le 26 février 1993. On va regarder ce petit souvenir. Nous marchons sous la neige, en nous tenant le bras. Je ne me pose pas vraiment la question qu'est-ce que je veux traduire, etc. Il y a un texte que j'essaie de composer pour mettre sur une musique. Vraiment, le texte, pour moi, indépendamment de la musique, il ne vaut rien. Il faut qu'il corresponde vraiment à l'ambiance de la musique. Waouh! On avait envie de vous voir avec des cheveux. Mais écoutez, ça existait. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce magnifique pull jacquard? Mais non, je l'ai égaré quelque part. Il m'a fait quelques années quand même. C'est dommage. Ouais, c'est bien dommage. Je promets de me lancer en quête de cette chose.
Alors, Nantes qui vous rend hommage actuellement, d'ailleurs, hein, dans une exposition intitulée Rock, une histoire nantaise au Château des Ducs de Bretagne, depuis le mois de février jusqu'en novembre 2019. Votre chambre d'ado y est même reconstituée. C'est la consécration, quand même. C'est carrément un hommage. C'est assez dingue, en fait. Oui, en fait, ils ont, le commissaire d'exposition, Laurent Charliot, m'a demandé de lui fournir quelques éléments. Et bon, c'est une reconstitution libre, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas intervenu. Je trouvais l'idée tellement dingue que... Mais c'est fidèle quand même. En fait, l'esprit est fidèle. L'esprit est fidèle. Oui, mais dans cette chambre, il y avait une baie vitrée. Non, la baie vitrée n'est pas là. Et c'est vrai que c'est elle qui donnait le... Ouais, qui donnait un petit peu l'ouverture. Et puis c'était les chansons naissaient face à la vue que j'avais de cette baie vitrée. Mais l'esprit est là. L'esprit est là. Alors justement, nos reporters Denis Leroy et Franck Poirier vous ont rejoint sur place. On va la découvrir en vrai, cette chambre d'ado. Je le prends de façon assez détachée parce que pour moi c'est absurde en fait. Donc c'est à la fois un honneur évidemment hein, d'être mis en avant comme ça. Je fais la distinction entre le vrai décor et ce décor-là. Mais bon, il y a quand même des éléments qui sont fidèles. Et puis de toute façon, j'ai quand même ramené pas mal de choses. J'ai ramené des disques, des carnets, un 4 pistes à cassette, un synthé, une guitare. Je pense qu'il y a un chat qui vient de chez mes parents. Enfin, un chat, un faux chat. Je considère que c'est mon histoire publique. C'est pas mon histoire privée, ça. C'est ma vie de musicien, c'est les ébauches, puis ça me fait marrer en fait. Et je trouve qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que je me dis, en fait, à l'époque, je travaillais déjà pour ça. C'est pas seulement une carrière où il y a un disque, puis un disque, puis un disque, puis un disque. C'est tout en continu. C'est toute une vie. Ça me plaît. Ça me plaît vraiment. C'est presque de la performance en fait. Le temps d'une vie. Jamais dit, mais nous sommes immortels. C'est toute une vie, c'est le temps d'une vie. Chez vous, il y a de la nostalgie ou pas? Est-ce qu'il y a de la place pour ça? J'ai pas l'impression en fait. J'ai l'impression qu'il y a la conscience du temps tout simplement et que c'est finalement le présent qui se nourrit sans arrêt de la mémoire et qui nourrit. Enfin c'est voilà. C'est pas la nostalgie parce que j'ai pas le regret d'être aujourd'hui. Donc. Vous préférez être aujourd'hui qu'hier? Oui. Ouais. Ce qui vous intéresse, on a l'impression que c'est la trace que laissent les choses finalement. Oui, tout à fait. Plus. Ça, c'est plus cette angoisse par rapport à la disparition des choses, la disparition de ce qu'on vit, en fait, de le souvenir qui s'évapore. Et je crois que toute chanson est une tentative de retenir tout simplement les moments. Allez, vous restez avec nous, on va passer de jolis moments et on évoquera tout à l'heure votre dernier album, Toute Latitude. On va retrouver notre ami Billy tout de suite en direct de la SPA de Rennes avec de nouveaux compagnons à adopter. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, nous sommes de retour cette semaine avec notre amie Jennifer. Bonjour. Pour vous. Ça va bien? Ça va, merci. Ça s'est bien passé depuis la semaine dernière? Oui, ça va. Alors, est-ce qu'on a eu des petits loulous à être adoptés? Il y en a eu quelques-uns, oui. Il y en a eu quelques-uns. Ah, c'est cool. Il y en a encore qui sont là, malheureusement, mais il y en a certains qui ont été adoptés, oui. Bon, tant mieux, c'est bien. Donc, ça veut dire que vous nous regardez et que vous venez voir ici. Je crois que le petit Eric, le petit boxer, oui. C'était mon petit chouchou celui-là. Il a été adopté. Il a été adopté par une super famille, oui. Bon, c'est bien, tant mieux. Alors, aujourd'hui, nous avons ce petit jeune homme qui s'appelle Nuki. Nuki, avec un N. Oui. Et alors, jeune homme, qu'est-ce qu'il aime, ce petit câlin d'amour, là? C'est un gros bébé, Nuki, il a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est encore un grand chiot dans sa tête. Donc c'est un chien qui a déjà de bonnes bases d'éducation, mais il faudra parfaire son éducation tout en douceur, bien sûr. D'accord. Apparemment, il aime les câlins et les bisous. Oui, c'est un chien qui est vraiment affectueux, qui est vraiment gentil. Après, c'est plus avec ses congénères où il y a un petit travail à faire. Il reste sociable avec des chiens calmes. D'accord. Mais voilà, il y a quand même un petit travail de socialisation à faire avec lui, avec ses congénères. Ok, ça marche. Il a l'odeur du bébé, hein. Quand tu lui fais un bisou comme ça, il a l'odeur du bébé. Hein. C'est un gros bébé. Ouais, c'est clair. Donc on a dit 1 an et demi, une maison, un appartement, une maison peut-être. Peut-être de préférence une maison. Après, voilà, tout dépend encore une fois, l'appartement, si les gens s'investissent
beaucoup, Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on dit ont envie de toujours. lui donner beaucoup d'activités, oui, ça peut être aussi... c'est pas rédhibitoire. D'accord, donc une éducation à parfaire, une petite après-midi devant les émissions de France Télévisions. Des gens Et puis, disponibles, voilà, voilà. qui pourront s'investir et dans le sport et puis dans l'éducation aussi. C'est vraiment, dans C'est du berger, il a vraiment besoin d'avoir une relation très forte avec son maître. Ok, ça marche. Bon, bah, jeune homme, apparemment, il est intéressé plus par Jennifer aujourd'hui, parce que je crois que tu as donné des petites friandises aussi, c'est pour ça. Il n'y a pas que pour ça. Ah ouais, tu leur fais trop de câlins. Bon, bah écoutez, Laurence, on se retrouve tout à l'heure avec un autre petit chien à vous proposer. Et puis, bah, ce Nuki, regardez, c'est juste une boule d'amour. Allez, à tout à l'heure. Ah, mon Dieu. Il va falloir être bon en friandises pour l'adopter, ce petit chien. Merci beaucoup, Billy, à tout à l'heure. On va faire un petit coup de projecteur vers les traces du passé, comme on l'évoquait avec Dominica à l'instant, avec vous, Erwan, cette fois. On va parler du pardon de la Saint-Yves à Tréguier, et vous nous amenez vraiment en arrière, là, pour le coup. Oui, on est en 1947, une archive apportée et conservée par nos amis de l'INA, Christelle Molina. Et on est en pleine fête de la Bretagne en ce moment, ça dure jusqu'à ce week-end. Oui. C'était samedi dernier, je crois, 19 mai, Ça a commencé, la Saint-Yves. Exactement. Donc c'était un petit clin d'œil assez sympathique avec une archive qui est courte, mais qui est vraiment extrêmement intéressante. On regarde. Tréguier, la vieille cité bretonne, a célébré avec tout l'éclat des pardons d'autrefois la fête de Saint-Yves, son patron, qui est en même temps celui des hommes de loi. Cette fête, dont les origines remontent à plusieurs siècles, a réuni cette année, comme elle le faisait autrefois, des délégations d'avocats venus de Belgique, de Hollande, d'Angleterre et même d'Amérique. Tréguier est peut-être la seule ville du monde où les avocats, en suivant la chasse de leur saint patron, plaident leur cause en silence. Incroyable. Alors, vous faisiez un commentaire drôle, Dominica, pendant que vous regardiez l'archive. Oui, c'est la même voix. J'ai l'impression que pendant 10 ans, il y a un type qui a commenté tous les trucs. C'est pas faux, c'est pas faux. Toujours cette même voix, ce Entre le timbre. Front populaire et jusqu'à, je sais pas, 48 ou... Ouais, même un peu plus loin encore. Vraiment, les années 50. C'est vrai que c'est assez marrant, toujours ce ton. Mais on pourrait l'appliquer à nous aussi aujourd'hui. On a tous un peu le même ton, la même voix, quelque part. Hein, donc voilà. Erwan, Saint-Yves, que l'on a fêté la semaine dernière, donc le 19 mai, n'est donc pas que le saint patron de la Bretagne. Non, c'est avant C'est tout une révélation. C'est avant tout un personnage historique, Yves Hélory de Kermartin. Alors ça nous ramène très loin, au XIIIe siècle. Il est né en 1253 près de Tréguier et il va consacrer sa vie à la justice et aux pauvres. Ce qui va lui valoir d'être canonisé le 19 mai 1347 par le pape Clément VI, donc 19 mai, voilà, et il va devenir le saint patron des avocats. Et je suis certain que parmi vous, moi, c'est souvenir d'enfance, ce vieux cantique en latin. Alors, je vais vous le lire parce que mon latin est très perdu. Sancto sivo erat brito, advocatus sed non latro, res mirabilis populo, Saint-Yves était breton. Avocat mais pas voleur, chose admirable pour le peuple. Et donc ce 19 mai, on voit bien, il est quand même relativement différent de ce qu'on fête en ce moment même aujourd'hui avec la fête de la Bretagne. Effectivement, mais alors on est très loin de cette fête de la Bretagne avec cette archive. Oui, et c'est ça justement qui est intéressant, parce que Tréguier, du point de vue de l'histoire religieuse de la Bretagne, c'est pas n'importe quel endroit. C'est la ville natale d'Ernest Renan, l'auteur d'une vie de Jésus qui fit une polémique extrêmement importante. Et on se rappelle qu'en 1903, il y a une statue d'Ernest Renan qui est inaugurée à Tréguier et qui va susciter une polémique absolument extraordinaire avec un calvaire de réparation érigé quelques mois plus tard par les catholiques. Et on voit bien dans cette archive de 1947, l'angle qui est choisi par la télévision est extrêmement intéressant. Parce que ce qu'on nous montre, en fait, on ne nous parle pas d'actualité religieuse, on nous montre du folklore. Et donc, ce qu'est en train... C'est ça, finalement, c'est pour ça qu'elle est intéressante, cette archive. C'est oui, ce qu'elle nous montre. Exactement. C'est le folklore. C'est ce qu'elle nous montre. Et on voit, en fait, une déperdition qui est en train de se faire de la pratique religieuse en Bretagne. Alors, c'est pas comme maintenant, aujourd'hui, hein, on est en 1947, on est au début du processus, mais on est dans une période de modernisation de la Bretagne. On sort de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'année du célib, c'est l'année de l'intégration dans une économie moderne avec tout
un discours de la modernité et qui se double d'une folklorisation de la Bretagne. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement inverse de rattachement à une culture, à des traditions et à la patrimonialisation avec tous les problèmes que ça peut gérer. Et on est dans cette 4e République qui est relativement peu déconsidérée et qui donc termine en 1958. Et j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger un ouvrage avec mon camarade François Prigent, c'était 58 en Bretagne, pour une histoire locale de la France qu'on vient de publier et qui traite de ça, parce qu'il n'y a pas que l'anniversaire de mai 1968, il y a aussi l'anniversaire de mai 1958. Et ce que je vous propose, Laurence, c'est qu'on le fasse gagner à nos auditeurs sur Facebook. Téléspectateurs, allez, que et dis-je, puis à sur nos Facebook. internautes sur Facebook. Alors, c'était 58 en Bretagne. Eh bien, on vous le fait gagner, effectivement. Voilà. Merci, Erwan, merci infiniment. C'était un plaisir. On va rester dans le domaine de l'histoire avec vous, Jean-Michel Gillot. On va remonter le temps, mais cette fois-ci, on va plonger dans la Grande Guerre. Mais avant, j'ai envie de poser une question à Dominica. La guerre, est-ce que c'est un sujet que vous arrivez à aborder dans vos chansons? Je sais que c'était pas évident. Oui, maintenant, c'est... Mais vous avez réussi. Oui. Sur le dernier, enfin celui qui est sorti, il y a une chanson qui s'appelle notamment La Clairière, qui évoque, qui n'est pas contextualisée, c'est-à-dire il n'y a pas de... C'est pas une période en particulier. Moi j'imagine, mais je laisse l'auditeur décider. Et c'est un couple d'adolescents qui fuient une ville en ruine, en fait, et qui se retrouvent dans une clairière. Et la guerre est loin déjà, et après ils sont séparés. Et finalement, l'un des deux personnages meurt, et c'est une lettre, en quelque sorte, un message adressé à celui qui est parti. Et dans le disque qui suivra, il y aura une chanson qui s'appelle Le Ruban, qui traite de ça. En fait, je vis dans une maison en bord de Loire, où il y a une famille se réfugiait dans la cave pendant les bombardements à Nantes. Et ça recoupe un peu l'histoire de ma famille, parce que ma mère, avec ses 4 sœurs, s'abritaient dans les caves à Paris, sont partis justement en Loire-Atlantique pour se réfugier chez une marraine, d'où les attaches que j'ai par ici. Donc oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui... c'est tout à fait maintenant envisageable pour moi de parler de ça. Ouais. Ça s'applique à toutes les guerres finalement, c'est des chansons plus symboliques. Quoi. Oui, tout à fait. Okay. C'est pas contextualisé. Alors on est en pleine commémoration du centenaire de 14-18 et à cette occasion, Jean-Michel Gillot, vous avez lancé et relevé un sacré défi. Alors un jour, un poilu, expliquez-nous ce que c'est. Alors, un jour, un poilu, c'est un acronyme pour un jour égale un poilu mort pour la France, indexé sur la base des morts pour la France sur mémoire des hommes. Alors, c'est un défi que j'ai lancé donc, en octobre 2013, en novembre 2013 plus exactement, suite à l'ouverture à l'indexation collaborative donc, de la base des morts pour la France sur mémoire des hommes, un site donc, du ministère de la Défense. Alors, c'est un immense chantier. C'est un immense combien il y a de fiches chantier. Alors, c'est donc une collection d'1 325 000 fiches, auxquelles il faut rajouter un autre corpus qui s'appelle le fichier des non-morts pour la France. Ce sera un peu long à expliquer. Mais donc, en tout, on est sur 1 400 000 fiches à transcrire, avec 14 champs à transcrire dans une base de données, des champs qui n'étaient pas transcrits jusqu'à présent, pour pouvoir faciliter les recherches des internautes et pour pouvoir aussi, je dirais, avoir une connaissance plus fine de l'histoire de la Grande Guerre. C'est un fichier qui servira aussi les historiens. Alors, c'est impossible d'y arriver sans une mobilisation de grande ampleur. C'est pour ça que vous avez fait appel aux réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. En fait, j'ai fait un calcul simple. Il y avait 1 325 000 fiches à transcrire. C'est un petit peu de boulot. C'est un petit peu de travail. 1563 jours pour les commémorations du centenaire, à partir du 2 août 2014. J'ai divisé 1 325 000 par 1563. Je suis tombé sur 800 et je me suis dit que si on était 800 à transcrire ne serait-ce qu'une seule fiche par jour, pendant toute la durée du centenaire, c'est-à-dire chaque jour, eh bien, nous parviendrons donc à transcrire la base pour le 11 novembre 2018, une date évidemment symbolique s'il en est. Voilà. Alors, l'échéance que vous vous étiez fixée, c'était donc celle de l'armistice, et au miracle, le défi a été relevé avant, puisque le 30 avril dernier, voilà, ça a été fait, grâce à la mobilisation des Bretons. C'est incroyable. Alors, grâce à la mobilisation des Bretons, bien entendu, je vois que... et des autres, bien sûr, puisque c'est un projet national. Mais je dois effectivement souligner que le premier département indexé était le Finistère et la première région, la Bretagne. Donc effectivement, les Bretons étaient en pointe.
L'idée, c'était donc de constituer une communauté pour accomplir cette transcription. C'est une communauté que j'ai appelée la communauté 1J1P, pour un jour un poilu. Et donc, nous sommes à peu près 350. Il y a eu à peu près 350 internautes à s'être mobilisés sur Twitter et sur Facebook pour relever ce défi. Et je tiens à saluer l'énorme mobilisation des internautes autour de ce projet pour aboutir à un tel résultat aussi rapidement. Il faut quand même se représenter qu'à la veille du lancement du projet, donc le 1er août 2014, les projections qu'on pouvait faire nous permettaient de penser que la base ne serait pas indexée avant l'an 2046. Voilà. Vous avez pris un tout petit peu d'avance. Voilà, donc il a fallu mettre des moyens en œuvre, effectivement, avec des campagnes participatives sur Internet. Un jour un poilu sur la route du Tour de France. 25 poilus pour le 25 septembre, 11 jours pour le 11 novembre. Il y en a eu 7 comme ça, qui ont suscité une mobilisation extraordinaire. Je suis très, très heureux de ce succès. Un grand bravo. Alors j'ai envie de me tourner vers vous également, Erwan. Quel regard l'historien que vous êtes porte sur cette opération ? C'était quoi ? C'était acter la mémoire, ouvrir la voie à une réappropriation de l'histoire collective finalement ? Alors il y a 3 choses. D'abord, du point de vue de l'histoire, il apparaît que l'indexation de cette base de données peut faire changer quelques connaissances qu'on a. Je dis peu parce que tant qu'on n'a pas les données pour pouvoir les travailler, je reste prudent. On a longtemps considéré, à la suite d'un historien rennais d'ailleurs qui enseignait à Rennes, Philippe Contamine, que le 22 août 1914 était la journée la plus meurtrière de la Grande Guerre. 27 000 morts en 24 heures quand même. On met les choses en place. Il apparaîtrait, je reste encore prudent, que cette journée la plus meurtrière est en fait le 25 septembre 1915. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant. Autre point de vue, je pense, c'est du point de vue technique. L'effort qui a été fait par la communauté Un jour un poilu est remarquable, mais par la durée, parce que ça a duré 4 ans. Et motiver, manager, j'ai pas peur du mot, une communauté d'internautes transnationale. On a des indexeurs, je dirais, forcenés qui viennent notamment du Québec. Bon, c'est extrêmement difficile. Et là, je crois qu'il faut rendre hommage à Jean-Michel. Il est trop modeste pour le dire, mais il y a un vrai talent, il y a un vrai savoir-faire. Et ce savoir-faire, il interroge. Il y a quelques semaines, on a parlé du musée dessiné et de l'ouverture des institutions culturelles sur le collaboratif, sur le public. Il faut bien comprendre que 2014, ça ouvre un cycle de centenaire qui, fondamentalement, va se terminer en 2045. Et c'est ça que ça se pose. Maintenant, la mémoire, qui apparaît comme un truc vieux, poussiéreux, pas très intéressant, c'est numérique. C'est aussi numérique. Et donc, Un jour un poilu nous oblige à ça, à penser l'avenir de la commémoration, y compris du point de vue collaboratif et du point de vue numérique. Merci beaucoup, Erwan, pour cet éclairage. Vous connaissiez cette initiative, Dominique ? Pas du tout. Vous en pensez quoi ? Je trouve ça admirable et puis important. Je suis épaté par justement la constance que vous releviez des gens qui ont collaboré, c'est-à-dire sur 4 années, il faut effectivement maintenir ce type de collaboration sur le long terme. Ça me semble être un exploit. Oui, d'où les défis dans le défi. C'est ça, c'est le défi dans le défi. Merci à tous. On revient vers vous, Dominique. Alors, après 25 ans de carrière, 2018, ce sera votre année, 2018, une année à 2 facettes. Pourquoi vous n'avez... alors, vraiment, vous avez 2 albums qui vont sortir. Donc, il y a déjà Toute Latitude qui est sortie. Et puis, La Fragilité qui sortira en octobre. On va être encore un petit peu patient. Pourquoi ne pas avoir sorti les 2 albums en même temps ? Racontez-nous. Vous vouliez faire durer le suspense un peu. Non, c'était plus simple que ça. Je voulais faire 2 tournées bien distinctes, avec des répertoires un peu différents. Et puis casser un petit peu un rythme qui s'était instauré. Vous avez parlé des sorties de disques en mars, et c'est vrai que c'était un petit peu systématique. Généralement, c'était bien rodé. Donc, celui-ci est quand même sorti en mars. Mais il y en a un autre, en plus. Ouais. Donc, c'était vraiment lié aux tournées. Lié aux tournées, au fait de
Moi, j'aime tout autant le travail en groupe et donner sur scène quelque chose de très, très énergique et très tendu. Voilà. Et donc, et j'aime aussi le rapport plus feutré, plus intime, le rapport du seul en scène aussi. Et j'avais envie de pousser ça, d'aller plus loin vers l'épure. Donc, c'était un petit peu contradictoire. Ça bataillait dans ma tête. Puis, au bout d'un moment donné, je me suis dit, je vais faire les deux. Enfin, je vais proposer. Comme ça, je ne vais pas choisir. Voilà. C'est un non-choix. C'est un non-choix. Mais ça a du bon parfois, les choix ou de jouer simultanément sur les deux tableaux. Alors je vous propose qu'on découvre tout de suite justement un extrait de Toute latitude, un extrait du clip avec de magnifiques images issues d'une collaboration avec Sébastien Lodenbach qui est réalisateur de films d'animation. Très joli. Même si le soleil a pâli, voilé par tous les jours d'après, on revient seul dans la forêt. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Nous avions toute l'attitude et toute la vie. Toute l'attitude et toute la vie. Aucun engagement d'aucune sorte. Et pour seule devise, peu importe. Mais depuis, Toute l'attitude, magnifique morceau, très mélodique. On retrouve à la fois votre goût pour la poésie, pour l'électro, pour la boîte à musique, qui revient. La boîte à musique, d'ailleurs, il y a une histoire avec la boîte à musique sur cet album. La boîte à rythme, vous voulez dire. La boîte à rythme, oui, la boîte à rythme. Vous avez découvert la Tanzbar. Oui, mais racontez-nous ça, cette histoire. Je deviens vraiment un VRP de cet instrument. J'espère qu'ils penseront à moi, peut-être du fond de l'Allemagne. Faut lancer l'appel. J'ai acheté ça sur Internet, un petit peu par hasard, en entendant des programmations, des sons. Je me suis dit, tiens, je vais aller y voir. Et je suis tombé en pamoison devant cet instrument. Et c'est Même devenu si un petit peu déterminant. en allemand, ça va vous Oui, la notice en allemand n'a pas été d'un secours. C'est un petit peu ce genre de sonorité, en fait. C'est des sonorités, on va dire, fin 70, milieu 70, 80. Et c'est ce qu'on appelle des instruments analogiques. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très intuitif, très tactile. On n'est pas je ne suis pas du tout dans un rapport à l'instrument bizarrement métronomique. C'est-à-dire, j'aime bien, c'est des machines qui permettent vraiment des accidents et justement de sortir de ce côté très mécanique. Mais ça a irrigué tout l'album, en fait. Oui, tout à fait. Vous ne vous y attendiez pas à ça, en fait. Non, je voulais juste... moi, je voulais travailler avec des batteurs qui sont sur le disque et en fait, qui se basent en quelque sorte sur ce travail-là, enfin, sur ce son-là, pour élaborer des rythmiques. Et il s'est avéré qu'on était un foutu d'enlever cette année boîte à rythme. Et donc, on a tourné autour d'elle, en fait. Et c'est vrai qu'elle structure... Elle donne le la, si j'ose dire, du disque. Voilà, le son. Ouais. Il y a quand même des sonorités new wave. C'était volontaire ou ça s'est un peu imposé à vous, finalement ? Non, c'est l'esprit de Lubu à côté de vos studios qui a plané sur... Lubu à Rennes, salle de concert bien connue. Non, c'était pas volontaire, mais je crois que tout simplement, c'est l'adolescence, c'est l'enfance qui a parlé, c'est le retour sur soi, en fait. C'est des sonorités qui m'ont... constitué, si j'ose dire. Donc, c'est ma culture musicale, de base. Alors, il y a quand même 2 batteurs qui ont officié dans un studio breton, le Near Death Experience. Oui, près de Loquirec. C'est ça, c'est à Lanmeur, dans le Finistère. Oui, tout à fait. C'était important pour vous de travailler aussi en Bretagne. Est-ce que c'est une région qui vous inspire, on va dire ? Oui, c'est une région qui m'inspire. J'ai des attaches et j'aime la Bretagne. Souvent, je commence ou je finis des cycles de tournée en Bretagne. La tournée précédente avait commencé à Brest, avait fini à Brest. Enfin, oui, effectivement, c'est rattaché vraiment c'est toujours pareil, c'est à l'enfance et au rapport à la nature aussi. C'est-à-dire que c'est une nature qui n'a pas... Le coin que je connais bien, donc on parlait frontalier entre la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine, c'est des paysages qui n'ont pas bougé quasiment. C'est-à-dire que la vie a changé, mais en même temps, il y a une espèce d'immuabilité que j'aime beaucoup, qui que je vais rechercher chaque année parce qu'elle me rassure. Donc, oui, c'est important. La nature, on en parlera tout à l'heure. Allez, vous restez avec nous, Dominica. Je vous propose maintenant qu'on aille retrouver Billy, qui est toujours à la SPA de Rennes, avec un nouveau compagnon à adopter.
On se retrouve donc avec ce petit bonhomme qui s'appelle Arlequin. Et alors ce petit bonhomme, Laurence, il a une petite spécificité, raconte-nous Jennifer. Alors c'est un petit chien qui est aveugle. D'accord. Donc il est arrivé en mauvais état de la fourrière. Okay. Donc on pense que c'est de naissance en tout cas, hein, cet handicap. Il faut savoir que voilà, contrairement aux humains, les animaux n'ont pas conscience en fait de leur handicap et du coup il vit sa vie tout à fait normalement. Ok, donc c'est un mister câlin quand même, hein, on lui fait des papouilles. Dès qu'on le touche, en fait, il se couche pour avoir des petits gratouillis sur le ventre. Alors comment ça va se passer spécifiquement, vu qu'il est aveugle? Donc lui on n'a pas conscience, donc lui il va évoluer de façon tout à fait naturelle dans la maison. Tout à fait. Il se fie beaucoup aux odeurs, à la voix, en fait. Il nous suit comme n'importe quel chien. D'accord. Après, c'est vrai que s'il a un copain éventuellement dans sa famille, ça pourrait l'aider, ça pourrait effectivement l'aider à le guider dans ses pas. Parce que du coup, il faut faire une intégration un peu spécifique pour lui montrer les meubles, etc. Enfin, je sais pas trop. Non, il s'adapte un petit peu tout seul. C'est vrai qu'au début, il vaut mieux quand même faire un petit tour en laisse dans la maison pour qu'il se rende compte des obstacles qu'il peut y avoir. Maintenant, je vois ici, c'est vraiment habitué. Il se cogne plus du tout. Voilà, il connaît très bien le refuge. Ah, il a ses repères et puis il se fait cette visualisation sûrement dans sa tête. Voilà, c'est vrai qu'il développe encore plus leur autre sens et du coup, il arrive vraiment très bien à se débrouiller. Parfois, on en oublie qu'il est aveugle d'ailleurs. Ok, donc là, apparemment, il faut juste un petit coin de canapé pour lui. Ça reste quand même un border collie, donc ça reste quand même un chien assez actif malgré cet handicap. Il a quand même besoin de faire de grandes promenades. C'est un grand amateur de randonnée. Enfin, il n'y a aucun souci. Il a besoin de bosser. Les border collies, c'est des chiens qui normalement font les troupeaux, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, lui, petit père, on va pas l'envoyer au troupeau. Par contre, une activité un petit peu mentale, ça lui apprendre des petites choses. Même s'il est aveugle, il peut apprendre plein de choses. Ouais, carrément. Donc, au contraire, c'est un chien qui a besoin d'être stimulé beaucoup. Ok, il veut bosser. Donc, écoutez, ce petit bonhomme, je sais plus, on a dit son âge? Il a 5 ans. 5 ans. Alors, donc ce petit bonhomme qui s'appelle Arlequin, il a 5 ans, il est aveugle, mais a priori, c'est pas trop une difficulté. Il faut juste, s'adapter un petit peu plus à lui que lui doit s'adapter à nous. C'est une belle expérience, je pense que vraiment, ça nous apporte beaucoup en fait de le côtoyer au quotidien. Donc, c'est cool. La famille qui l'aura, en tout cas, sera chanceuse. Ça marche. Écoutez, Laurence, ce petit Arlequin, il est là. Nous, on se retrouve tout à l'heure avec un chat, pardon. C'est un chat qu'on va aller voir. Chat. Allez, à plus tard. À tout à l'heure, Billy. Merci beaucoup. On aura sûrement un petit coin de canapé pour Arlequin. La souffrance animale, je sais que Dominica, c'est un sujet qui vous touche. Et vous l'évoquez même dans une chanson de votre dernier album, Toute Latitude. Oui, c'est se décentrer, cet album. Oui, je l'évoque de façon frontale, sans beaucoup de recul, mais parce que j'avais envie de le dire simplement, en fait. Je participe à un débat qui est en cours sur notre rapport au vivant, tout simplement, et j'avais envie de le signifier en chanson, de participer à ce débat-là. On va écouter un extrait, justement, de se décentrer sur l'album Toute Latitude. Que la Terre n'est pas au centre de l'univers, il serait bon de reconnaître que l'homme n'est pas au centre de la Terre. Se décentrer, se replacer, laisser la terre se retrouver, voir le ciel ne plus étouffé, se décentrer, se replacer, entendre la mer respirer, les animaux ne plus hurler. Se décentrer, se replacer, c'est vraiment le cœur du sujet qu'on va aborder avec Romain Écorchard, justement, sur la démocratie environnementale. Comment participer à ce débat sur l'environnement pour nous, simples citoyens? Qu'est-ce qu'on entend? Romain, vous êtes un juriste pour l'association Bretagne Vivante. Qu'est-ce qu'on entend par démocratie environnementale? Alors évidemment, la démocratie environnementale, c'est pas exactement la même démocratie que celle qu'on vit au jour le jour, mais c'est un droit fondamental qui a été inscrit dans la Constitution française, au même titre que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'ensemble des textes constitutionnels, qui est aussi reconnu dans les conventions internationales et dans le droit de l'Union européenne. C'est un droit en fait qui est reconnu à chacun de participer aux questions et aux débats sur l'environnement qui est accordé à chaque citoyen. Donc un droit d'information et de participation. Alors justement, participer, ça nous intéresse. Concrètement, ça signifie quoi pour les personnes qui nous écoutent? Comment on peut participer au débat justement sur l'environnement? Il existe un certain nombre de procédures de participation du public en France qui ont été mises en place au fur et à mesure.
Peut-être une des plus connues, c'est le débat public, parce qu'il concerne les très grands projets. On en a connu un en Bretagne récemment avec le projet de prolongement de la ligne à grande vitesse. Ouais, la LGV. Voilà, de la LGV Grand Ouest. Donc c'est ce genre, il y a des réunions publiques d'organiser au sein desquelles chacun peut contribuer, soit en prenant la parole, soit en déposant des contributions écrites. Mais il y a également d'autres types de procédures de participation. Il peut y avoir plus simplement des concertations qui sont des sortes de petits débats publics pour des projets de moindre ampleur. Et on a aussi des consultations publiques. Ça, c'est intéressant parce qu'on les retrouve, elles sont publiées sur les sites internet des préfectures concernées et aussi du ministère de l'Environnement. Et on a des sujets sur lesquels on peut s'exprimer. Alors en Bretagne, on pense à des opérations de régulation de certaines espèces protégées, comme récemment, on a participé à des consultations sur la régulation des choucas des tours, qui est une espèce protégée en Bretagne, mais aussi sur le cormoran. Au niveau national, la consultation publique sur la régulation du loup a fait l'objet d'énormément de participation. Et ça, c'est ouvert à tous. Et enfin, au niveau local, vous avez aussi les enquêtes publiques. Ça, c'est une procédure qui est très ancienne, qui a été remise au goût du jour à la mode environnement, dans laquelle il y a un commissaire enquêteur, c'est-à-dire que votre avis va être analysé et retranscrit par ce commissaire enquêteur, qui va en faire un rapport. Et donc, grâce à tout cela... Voilà. Alors c'est ça la question, parce qu'on se dit toujours, pourquoi participer si au final l'État, en fait, ou le maire de ma commune n'est pas obligé de suivre mon avis ? Donc évidemment, on est en démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont élus, qui nous représentent et qui prennent les décisions. Donc, ils ne sont pas obligés d'en tenir compte, mais alors d'une part, ils sont obligés, vous avez accès à l'ensemble de l'information, l'ensemble des informations qui vous permettent de participer au débat. Et en second lieu, surtout, ce qui est important, c'est que lorsque vous déposez des contributions, eh bien, vous avez une obligation, la personne qui prend la décision doit faire une synthèse des contributions et doit vous répondre de manière argumentée. Et de cette manière-là, on peut imaginer qu'ils ont déjà pris leur décision. C'est pas vrai. En fait, en tout cas, en ce qui concerne l'association Bretagne Vivante, on a eu ce pouvoir, on a réussi plus d'une fois à faire modifier des projets de décision. C'était le cas, par exemple, je reviens sur cette consultation qui avait lieu sur des opérations. Il avait été décidé de détruire un certain nombre de choucas des tours, qui est une espèce protégée qui est revenue en nombre en Bretagne, mais qui fait des dégâts sur les espaces agricoles. On a réussi à convaincre les différentes préfectures bretonnes de réduire considérablement le nombre d'espèces qui allaient être d'individus qui allaient être détruits et à tir. Donc on a quand même, on peut participer et on peut faire changer les choses. Voilà, donc on peut participer directement en tant que simple citoyen à sa propre échelle. On peut participer par le biais de l'association Bretagne Vivante aussi, dans laquelle on essaye ensemble d'avoir une force d'argumentaire et de persuasion collective qui est beaucoup plus forte que si on est seul à participer. Eh ben, y a de l'espoir, comme quoi. Bien sûr qu'il y en a. Dominica, vous seriez prêt à vous engager pour l'environnement, vraiment, à vous impliquer J'ai l'impression de le faire à ma façon. Oui, je le fais à ma façon. Et puis après, je m'implique en tant que citoyen dans les gestes du quotidien. C'est toujours la même histoire. Je le fais sur un plan local, dans le lieu où je vis. Il y a une histoire de centrale thermique qui nous enquiquine, là. Et en fait, donc, je me suis impliqué donc oui, j'ai pas l'impression d'être désengagé par rapport à ça. Après, prendre la parole... je trouve que c'est, par exemple, la chanson, là, pour moi, c'est une façon d'appuyer des actions qui sont menées par des associations type L214, qui, pour moi, font un travail admirable. Par rapport aux abattoirs, notamment. Qui sont vraiment des lanceurs d'alerte. Donc, je crois que c'est tout simplement apporter sa contribution. C'est pas forcément monter au créneau en disant, attention, c'est apporter sa contribution. J'ai l'impression de le faire, oui. Bonne nouvelle. Adélaïde Castier, qui est à vos côtés, nous a rejoint, responsable éditoriale du magazine Littoral. Bonjour Adélaïde. Vous-même, vous seriez prête à vous engager pour l'environnement ? Mais je le fais tous les jours, au quotidien. Je prends le train quand c'est possible, tout ça, je suis là. Voilà, mais c'est effectivement des gestes du quotidien, comme disait Dominique, qu'on essaye et qu'on essaie de transmettre aussi à nos enfants, évidemment. Ça continue. Il faut aller encore plus vite et plus loin, je pense. La transmission est plus vite surtout. Plus vite surtout. Dominique, je reviens à vous. Vos textes sont toujours très recherchés, au point que vous reconnaissez parfois vous-même de vous y perdre. Je crois que vous avez dit un jour, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Le sens des mots, c'est quoi pour vous, Dominique A ?
c'est une musique avant tout. Hein. Il faut que ce soit que le corps ait envie de les porter sur des années. Et après, c'est vrai que de plus en plus, quand même, je fais gaffe à ce que je raconte. Non, mais c'est bête à dire, mais j'essaye d'être dans un rapport peut-être plus terrien, de faire plus gaffe à la narration. Mais il faut se laisser porter par une forme de poésie aussi, tout simplement. Et la poésie n'est pas là pour être explicitée, elle est là pour accompagner l'imagination de l'auditeur, la stimuler et sa propre imagination aussi. Moi, par rapport à la scène, je suis dans ce rapport-là. Il faut que je sois dans une forme de bien-être, de confort physique avec les mots. Et ça, c'est un truc très intuitif, quoi. Ouais, c'est très intuitif, effectivement. Vous écrivez beaucoup pour les autres, hein, ça n'est pas un secret. Calogero, Julien Doré, Étienne Dao. Alors là, une collaboration qui vous a beaucoup marqué. Oui. C'était prendre un risque, parce qu'on sait qu'Étienne Dao est très exigeant. Oui, mais c'était très plaisant à faire parce que bon, Dao, c'était rattaché aussi là, à des souvenirs d'auditeurs, adolescents, et puis aussi, pas que, puisque au moment où on a collaboré, je recommençais à écouter vraiment Dao et à m'intéresser à ce qu'il avait fait dans les albums antérieurs. Donc c'était riche, artistiquement, et surtout, j'avais envie de lui proposer une chanson qui soit presque une provocation par rapport à son image. Et il s'en est saisi, et ça lui a permis justement de parler de cette image-là par le biais des mots d'un autre. Donc c'était très stimulant. Je crois qu'on a fait du bon travail tous les deux. Il me semble que oui. On va d'ailleurs écouter justement un extrait en surface, ce très joli morceau que vous avez écrit pour Étienne Dao. Pas s'encombrer du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Je me voulais léger, du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas, la beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plume ignorée. Sublime morceau, vraiment magnifique texte. Moi, j'en suis très fier. Faut bien le dire. Hein. C'est nécessaire pour vous de vous détacher de la condition d'interprète, parfois? Ça repose. Ouais, ça me fait des vacances. Oui. C'est super de pouvoir tout simplement se mettre au service d'eux, puisque en général, je me mets au service de moi-même et les gens qui travaillent avec moi se mettent au service de mes chansons. Enfin, je me mets plus exactement au service de mes chansons. Mais c'est vrai que le fait de ne pas porter la chanson soi-même, c'est pas un désengagement vis-à-vis de ce qu'on va raconter, c'est plus une forme justement d'essayer d'empathie avec l'interprète et puis de chercher un endroit où il n'a pas été. Et ça me plaît beaucoup. Alors, ça a aussi un impact sur vos propres créations, on a le sentiment, parce que cette chanson en surface, elle était assez courte, 2 minutes 20. Pour vous, c'était court en tout cas. Et ça a fait évoluer l'album qui a suivi. En fait, votre album qui a suivi, c'était Éléor en 2015. Les chansons étaient vraiment plus courtes. Oui, c'était plus classique, surtout dans l'écriture. Et c'est vrai que c'est cette chanson-là qui m'a orienté vers ça. Je me suis dit, j'avais des choses à exprimer dans un format très, très classique et essayer d'être moins peut-être... de revendiquer moins une liberté de forme dans l'écriture. Alors, on a une question d'un téléspectateur, Pierre-Yves de Saint-Brieuc, qui nous demande: est-ce que Dominique A envisage de faire un projet avec Arthur H et Black M? Alors, voilà, je ne sais pas d'où ça sort. En même temps Surprise. C'est pas. Laissons-nous guider, laissons faire la vie. Voilà, vous avez votre réponse, Pierre-Yves. Laissons faire la vie. Allez, Dominique. Laurence, oui, juste, je peux ajouter que moi, j'avais assisté au concert d'Étienne Dao Liberté il y a 2 ans, il me semble. Et En surface, ça avait été un des grands moments du concert d'Étienne Dao. Enfin, je pense que tout le public à ce moment-là, sur ce morceau-là particulièrement, était. J'étais pas là. C'était un très non, mais vous avez déjà chanté avec lui à Paris. Vu sur scène également. Oui. Vous serez en concert justement, puisqu'on parle de la scène, ce soir au Liberté à Rennes et puis samedi soir à Brest à la Carène. En gros, les Bretons n'ont aucune excuse s'ils ne vous voient pas dans les jours à venir sur scène. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils auraient bien raison d'y aller. Toute l'attitude, c'est donc le dernier album de Dominique A. On va parler maintenant de mer. Est-ce que vous êtes sensible, vous, à la mer, Dominique? Oui, bien sûr. Adélaïde, vous nous emmenez ce matin dans le Finistère à la découverte des grottes sous-marines, des
endroits fascinants qui, étrangement, restent assez méconnus du grand public. Oui, et puis plus précisément, on va aller en presqu'île de Crozon, Laurence. Alors la presqu'île de Crozon, c'est surtout connu pour ses falaises, ses spots de surf, son festival de musique du bout du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de jouer au bout du monde. Non, je n'ai pas été au bout du monde. Voilà, c'est un festival de musique très connu. Et il y a donc ces grottes marines. Elles sont très nombreuses, il y en a plus de 400. Et le réalisateur, donc Mathurin Péché, s'est laissé littéralement happer par ces grottes, ces endroits fascinants. Et il est rentré en contact avec plusieurs personnages, dont le géologue Florentin Paris, qui a entrepris le pari fou de recenser l'ensemble de ces grottes, de les cartographier. Je propose de regarder un extrait. Armé de sa connaissance de terrain, Florentin s'est mis en tête de cartographier une à une toutes les cavités de la presqu'île. Un travail titanesque qu'il accomplit depuis quelques années en partenariat avec le parc naturel marin d'Iroise. Je prends systématiquement une vue d'ensemble à l'entrée, une vue à l'intérieur de la chambre, moi j'appelle ça une chambre, et puis je regarde s'il y a des alcôves, des petits boyaux qui partent latéralement. Le fond de la grotte, c'est sa signature en quelque sorte. Quand tu prends une photo d'une grotte de l'extérieur, l'angle va varier. Quelquefois, on ne reconnaît même pas. Alors que ici, quand tu prends dans l'axe, à partir du fond de la grotte, tu as la signature. C'est comme un trou de serrure, c'est comme une clé. Alors Florentin, magnifique. Ouais, c'est beau. Donc Florentin Paris photographie, dessine, rassemble les données très précises. Tâche d'autant plus complexe que ces grottes ne sont pas accessibles facilement, seulement en période de grande marée. Ou alors il faut sortir le kayak de mer et puis pagayer. Ça peut se faire aussi. C'est pas mal aussi, ouais. C'est pas mal. Alors les visites de grottes marines, c'est pas un phénomène nouveau. Elles ont même été dans une autre époque très à la mode. Oui, au XIXe siècle, notamment en pleine période romantique, ces lieux à l'imaginaire foisonnant attiré de nombreux visiteurs. Et pour nous conter cette époque glorieuse des grottes marines, le réalisateur Mathurin Péché a rencontré deux frères, vous allez voir, ils sont assez étonnants, Antoine et Guillaume Drévillon, deux personnages qui perpétuent une tradition familiale de plus de 4 générations. À bord d'une vedette à fond plat, ils font visiter certaines grottes comme le faisaient avant eux leurs arrière-grands-parents. Regardez l'extrait. À la fin du 19e siècle, il y a le tourisme qui est arrivé sur Morgat avec la création de la station balnéaire. Et en complément de leur activité, les pêcheurs organisaient en fait les visites. Et c'était une autre organisation. Ils s'échouaient en fait devant les hôtels de voyageurs. Ensuite, ils portaient les visiteurs, les passagers, deux par deux en faisant la chaise. Ils les mettaient à bord et puis ils y allaient à la godille. Notre arrière-grand-père a commencé l'activité avec des bateaux motorisés en 1933. Après, le grand-père a repris, les oncles. Des fois, je me dis, à 80 ans, ils sont passés par là, ils étaient là. Donc le temps file, mais la grotte est restée identique. Parfois, ça me traverse l'esprit. C'est vraiment inspirant comme lieu, c'est splendide. Et justement, en parlant d'inspiration, dans ce très beau film, on apprend que de nombreux artistes, donc écrivains, tels que Jules Verne, utilisaient le décor d'une des grottes de la presqu'île de Crozon pour un mariage dans le comte de Chantelaine. Voilà, donc... Voilà, inspirant, donc c'était ça. Voilà. Est-ce que ça pourrait inspirer Dominica, ça, une grotte sous-marine comme ça? Je sais pas, mais ça me rappelle des tas de bandes dessinées que j'ai lues. Je sais pas si vous connaissez Maurice Tillieux, Gilles Jourdan et Jess Long. La grotte au crabe, ça me rappelle ça. C'est assez fascinant. Alors en tout cas, si vous n'avez pas la possibilité de la sortir tout de suite du plateau pour aller en expédition voir les grottes marines de Crozon, je vous invite à regarder donc le Littoral, c'est dimanche à 12h55 sur France 3. Merci beaucoup Adélaïde. Allez, on va retrouver Billy qui est toujours à la SPA de Rennes, mais cette fois-ci pour nous présenter un chat à adopter.
Alors les filles, en plateau ici, nous à la SPA, nous retrouvons ce petit jeune homme qui s'appelle... C'est Milka, c'est une petite femelle. Ah, c'est une femelle, oui, pardon, excusez-moi. Donc Milka, une petite femelle. Alors, quand c'est de cette couleur-là, on dit quoi? C'est siamois? C'est plus type chartreux. Alors, il aime bien les caresses, mais là, je crois que j'ai eu un peu mis le doigt dans l'oreille, elle n'a pas apprécié. Hein. Donc type chartreux, c'est ça? Oui, type chartreux. Ok, donc nous avons cette petite Milka type chartreuse qui, a priori, aime bien les caresses normalement. Oui, après c'est une minette qui va aussi aimer sa tranquillité. C'est ça. Et là, je pense qu'on l'a un petit peu trop embêtée. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là depuis tout à l'heure, on s'est dit, ce serait bien qu'elle soit avec nous, donc on l'a un petit peu trop touché pour elle. Donc cette petite chatte, elle a quel âge? Elle a 5 ans. Ok, 5 ans. Donc elle aime bien son petit caractère, on a vu ça, le petit coussin posé dans la cuisine. Ouais, c'est une minette vraiment posée qui peut vivre parfaitement en appartement. Enfin, voilà, même si elle ne sort pas, c'est une minette qui peut être très bien dans sa tête aussi. D'accord. Alors d'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Quand on a des chats comme ça qui sont là, pour pouvoir les mettre à la maison, on les met directement en liberté ou il faut les laisser un peu à la maison? Tout dépend des chats après. Hein. Chaque chat a ses besoins et puis surtout, il faut savoir s'adapter. Par exemple, un chat un petit peu plus timide, il vaudra mieux effectivement l'enfermer dans une pièce au départ pour qu'il se sente bien à l'aise et ensuite restreindre l'espace au départ, ça peut être vraiment important. D'accord, pour qu'ils s'habituent, qu'ils prennent ses repères. C'est vrai qu'en espace restreint, les chats se sentent plus sécurisés. Ok, ça marche. Et puis surtout pas les laisser sortir en extérieur tout de suite, tout simplement qu'ils aient bien leur notion de leur territoire pour ensuite... Sinon ils pourraient se carapater quoi. Et ne jamais revenir, tout à fait. Ok, ça marche. Donc on prend le temps, c'est ça, quand on a un animal qu'on prend ici, on prend le temps de l'intégrer à la maison. Tout à fait, il faut un petit temps d'adaptation. Bon alors Milka, ah, regardez, c'est bon, elle veut bien que je refasse des petits câlinous. Donc Milka est là, les filles, disponibles à l'adoption cet après-midi à la SPA. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt, Billy. Et donc, rendez-vous à la SPA de Rennes. Il faut arrêter de caresser Milka tout le temps, Billy, hein, parce que là, elle en a un petit peu marre, là, vous voyez. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Dominica, d'avoir été à nos côtés. Est-ce que vous avez un petit mot à dire aux Bretons, un petit mot Oh là là, je suis toujours mauvais pour ce genre de choses. Non, c'est une bonne journée. Bah écoutez, voilà, simple, voilà, efficace. c'est ça, c'est basique. Poétique. Et donc, on vous retrouvera ce soir en concert à Rennes, aux Libertés, et puis samedi soir à la Carène à Brest, à ne pas manquer en toute latitude, hein, n'est-ce pas? On aura toute latitude. Vous aurez toute latitude, vous, sur scène? Bah, j'espère bien, avec mes camarades. Bah, sinon, ça serait triste. Allez, à demain, 9h50. Notre invité fil rouge, ce sera l'auteur d'un best-seller. Félicitations, c'est une FIV. Ce sera Karine De Gunst, elle est bretonne. Et elle viendra nous apporter son témoignage sur la fécondation in vitro. Belle journée à tous et à demain, 9h50.